Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce mardi matin avec M. Hassan Khlifati, président directeur général de Alliance Assurance et vice-président de l'UAR. J'insiste parce qu'on sera amené à parler avec vous sous ce titre, M. Hassan Khlifati. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Alors, je vais faire particulièrement attention aujourd'hui de ne pas oublier mon comparse, Hassan Haddouche. Bonjour, ça va? Bonjour, merci. Ça va. Là, j'oublie Hassan Haddouche une fois sur deux. Et on va régler ce problème en 2016. Hein. On va avoir un jingle qui annonce le nom des intervieweurs, puisque définitivement, on s'est installé dans le paysage de l'invité du direct. Donc, je n'aurai pas besoin de relancer à chaque fois et de t'oublier une fois sur deux. Très heureux de finir l'année avec M. Hassan Khlifati, qui est un habitué de l'invité du direct, qui nous permet d'éclairer l'actualité du secteur des assurances, un secteur très important, mais aussi l'actualité de l'économie algérienne en général, puisqu'on peut rappeler que M. Hassan Khlifati est aussi actif dans CARE, membre fondateur de Nebni, et donc un acteur dans des think tanks importants au sujet de l'actualité, de l'activité économique en Algérie. Alors, est-ce que vous nous avez alerté au premier semestre de l'année sur les difficultés que pourrait avoir le secteur des assurances en 2015 déjà, à partir de l'évolution de son activité, la chute des immatriculations de voitures en Algérie. Est-ce qu'on peut dire que le secteur de l'assurance nous annonce un peu de manière anticipée la crise qui est en train d'arriver ? Oui, merci d'abord pour votre invitation. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Effectivement, l'annonce, c'est-à-dire les signes précurseurs, nous les percevons depuis quelques mois déjà. Mais il n'y a pas que la chute des immatriculations qui explique le tout. C'est une crise globale. D'abord, il y a la chute. Cette année, on prévoit moins 150 000 immatriculations nouvelles, c'est-à-dire avec une moyenne de 6 milliards de dinars de chiffre d'affaires au moins. Le deuxième facteur aggravant, c'est la chute de la valeur dinar et qui a impacté directement l'augmentation de la facture remboursement de sinistres automobiles, parce que nous avons fait certaines analyses, du moins chez Alliance Assurance. La facture, elle a augmenté entre 30 et 35% par rapport à la même période, par rapport à N-1. Nous avons constaté que les prix de la pièce de rechange ont augmenté fortement cette année chez les concessionnaires. Donc les assureurs sont obligés de faire face à ces nouveaux engagements, mais avec un handicap majeur, c'est qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre en termes d'augmentation de tarifs et d'augmentation du prix. Oui, c'est à ça que je voulais venir. Oui, pour deux raisons essentielles. D'abord, les tarifs RC, c'est-à-dire responsabilité civile, sont réglementés par le ministère des Finances. Donc, c'est un point entier qu'on ne peut pas toucher. Et pour les autres tarifs, il y a une certaine concurrence entre les 13 compagnies de la place. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de manœuvre pour les compagnies. Aujourd'hui, les compagnies, elles essayent de puiser sur leurs réserves et sur leurs économies antérieures. Mais je pense à terme, surtout que la croissance en fin d'année, elle sera soit probablement molle, sinon une régression. Donc, ça sera intenable au bout d'une année ou deux. À votre faveur, vous avez alerté sur ce scénario il y a même plus d'une année. Oui. Quand le mécanisme avait commencé. Et déjà, vous souffriez, vous disiez que le secteur souffrait de l'inélasticité des prix, donc des primes. Est-ce qu'on risque de se retrouver devant un scénario en 2016 où tout va augmenter ? Le prix du carburant, le prix de la pièce détachée, le prix du dinar, sauf la prime. Est-ce que le régulateur va rester figé sur cette réglementation avec une prime inamovible ?
Enfin, je ne sais pas quelle sera la réaction du régulateur, parce que là, nous sommes dans une situation qui sera intenable. Certainement qu'au sein de l'UAR, nous réclamons une prise en charge de nos doléances, que ce soit les entreprises privées ou publiques, mais surtout privées, parce que nous n'avons pas d'autres mécanismes de faire face que de trouver les ressources en interne. Maintenant, le régulateur, il sera. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que les entreprises publiques sont subventionnées ? Je ne sais pas si elles seront subventionnées, mais à la limite, elles appartiennent au Trésor public. Et le Trésor public peut un jour ou un autre décider de les renflouer pour ne pas les laisser tomber. D'abord, c'est son droit et c'est son entreprise. C'est le droit de l'actionnaire public. Voilà, c'est le droit de l'actionnaire public. On ne peut pas le contester. Mais aussi, nous sommes presque dans une situation d'un boxeur sur un ring avec les mêmes menottés derrière en face d'un autre boxeur qui a les mains libre sur un ring. Nous sommes dans cette situation et l'administration nous dit allez-y, vous pouvez le battre. Donc vraiment, Donc vous dites que vous avez plus besoin que le secteur public de l'augmentation, de l'ajustement à la hausse des tarifs d'assurance. Pas de ça. Non, tout le monde a besoin de réajuster les tarifs et d'arriver à un équilibre technique. C'est pas que le secteur privé. Ce que je dis, c'est que le secteur privé a moins de marge de manœuvre, surtout que dans la pratique, il n'a que l'automobile où il peut se développer, parce que dans la pratique, dans les textes, nous sommes égaux devant la loi, mais dans la pratique, nous sommes exclus de plusieurs manières des marchés publics. Donc, nous n'avons pas beaucoup plus de marge de manœuvre. À la limite, le gouvernement ou l'État peut décider un jour, comme il le fait avec la SNV, comme il le fait avec le Hadjar, comme il le fait avec d'autres, décider d'injecter de l'argent public. Ça, c'est son droit. Mais nous, on n'aura que nos moyens et nous n'avons pas le droit de ne pas alerter et de dire l'égalité. On va revenir là-dessus en entendant une question de Hassan Haddouche. Monsieur Khalifati, vous nous annoncez de mauvaises nouvelles. En fait, vous confirmez de mauvaises nouvelles que vous aviez déjà pressenties, disons, il y a quelques mois. Donc, vous nous dites que la crise est en train d'impacter forcément le secteur des assurances. Alors, il y a un impact sur le secteur de l'automobile. Vous venez de détailler les canaux par lesquels cette crise est en train d'impacter le secteur, la branche auto. Est-ce qu'il y a d'autres signes, disons, précurseurs, et même plus que précurseurs maintenant, disons, sur d'autres secteurs, d'autres branches d'activité, par exemple? Oui, bien sûr. Si on regarde l'Algérie aujourd'hui, prenons le secteur de transport maritime. Vous avez l'Algérie où la facture, depuis ces dernières années, elle a été multipliée par 3. On est passé de 20 milliards à 60 milliards d'importations. Et la facture et les primes d'assurance maritime ont baissé de 300%. Alors que, pourquoi? Parce qu'il y a une guerre de tarifs. Il y a aussi les entreprises étrangères qui n'assument pas l'assurance en Algérie, qui s'assurent à l'international, et on n'a aucun moyen de les obliger. Donc, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, nous avions l'arbre qui cachait la forêt, c'était la progression des immatriculations automobiles, qui cachait un petit peu, qui nous donnait un faux taux de croissance. Mais aujourd'hui que cette facture, elle est en train de reculer, donc on est en train de découvrir des choses. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que l'Algérie a progressé sur tout ce qui est projet engineering ces dernières années, mais son chiffre d'affaires a progressé moins, parce qu'il y a eu aussi un bradage des tarifs. Il y a eu beaucoup de choses que cachait la croissance automobile. Maintenant, je pense qu'on sera devant la vérité des choses et que nous serons obligés, bien sûr, Est-ce que l'UAR a fait des propositions précises au régulateur, au ministère des Finances, sur ces questions-là? Pas précisément, mais nous avons à l'UAR, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir aussi des managers publics ou privés qui se rencontrent régulièrement, qui discutent des problématiques. Nous essayons de faire des propositions. Nous avons lancé une étude pour l'automobile qui est en train d'être finalisée pour la présenter au ministère des Finances. Nous avons ouvert d'autres
d'autres dossiers, notamment le règlement de sinistres automobiles, surtout les stocks anciens, parce que nous voulions d'abord, d'une manière ou d'une autre, améliorer notre image en balayant devant notre porte avant d'aller au ministère. La deuxième des choses, nous sommes en train de discuter aussi des tarifs des autres branches, parce qu'ils font aussi mal au secteur, notamment en incendie, engineering et transport, pour peut-être réintroduire certaines obligations et aussi réintroduire des tarifs planchers pour ne plus descendre au-dessus de ces tarifs, parce que l'équilibre technique ne pourra plus être tenu, parce que là aussi, c'est réglementé, les tarifs sont réglementés? Non, ils ne sont pas encore réglementés, mais nous travaillons pour qu'ils soient réglementés, parce que, comme je vous ai dit, nous ne voulons pas arriver à une crise systémique du système. Donc aujourd'hui, nous serons obligés de changer de cap avec bien sûr la participation de tout le monde, et aussi l'accompagnement des régulateurs. Monsieur Khlifati, ce n'est pas l'objet de l'invité du direct de faire peur aux auditeurs, de faire peur à vos clients, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire ce matin que l'une des manifestations de cette crise qui est en train de s'insinuer, c'est une crise de trésorerie qui fait que les dossiers non réglés s'accumulent de plus en plus chez les assureurs? Je ne dirais pas que c'est une crise de trésorerie, mais si un jour, je pense, on arrivera, si on ne prend pas les bons virages dès maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, la trésorerie, elle est sollicitée sur plusieurs niveaux. D'abord, nous avons l'augmentation de la facture à cause de l'inflation des prix. Nous avons aussi la dépréciation de la trésorerie à cause de l'obligation de mettre 50% en bond de trésor avec un taux de rendement négatif, parce que ça inférieur à l'inflation. Voilà, ça impacte directement la trésorerie des compagnies. Aujourd'hui aussi, vendre à des tarifs cassés pour pouvoir maintenir ses parts de marché. À terme, si on continue sur ça, je ne dirais pas que ça se passera dans 6 mois ou 2 ans, mais je dirais à terme, ça risque d'être un problème systémique qui risque. Mais aujourd'hui, je pense, il ne faut pas faire peur aux auditeurs. Non, les compagnies, ils ont assez de gras pour faire face, mais à terme, elles risquent de... Un taux moyen de dossiers non réglés? Enfin, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 par compagnie? Moi, je vais parler de ma compagnie. Aujourd'hui, Allianz Assurance, elle a une moyenne de déclaration de 4 000 dossiers par mois. Aujourd'hui, au 30 novembre 2015, nous en avions en stock que 7 000, c'est-à-dire moins que de 2 mois de stock. Pourquoi? Parce que nous avons fait un effort de règlement énorme sur les 3 derniers mois, septembre, octobre, novembre, avec une moyenne de 9 000 dossiers par mois. Ça a été possible pour plusieurs choses. D'abord, par notre système d'information que nous considérons comme parmi les plus performants du marché, qui a été développé en interne par nos équipes, notre filiale, nos compétences algériennes, et aussi par une volonté manifeste de la direction générale de liquider les dossiers. Aujourd'hui, le secteur, il a aussi lancé deux conventions importantes. La RCM, pour le règlement au coût moyen des sinistres automobiles des années précédentes. Là, on vient de finaliser l'échange pour 2010 et ça va se régler avant le 31-12. Si nous tirons un bilan positif de cette opération, tous les dossiers 2010 intercompagnies vont être liquidés cette semaine. Les autres, 2011-2012, elles vont être liquidées avant juillet 2016. Nous avons aussi lancé une deuxième convention qui s'appelle l'IRSAM. Juste pour ne pas s'éloigner il n'y a pas de raison de s'inquiéter si il y a des retards dans le règlement des dossiers, ce n'est pas lié à un début d'effondrement du système. C'est pas ça. Non, pas tout de suite. Mais si nous continuons sur cette lancée, nous risquons d'avoir des problèmes plus tard. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les procédures que nous sommes en train de travailler en tant qu'intercompagnie, l'UR, pour les fluidifier, les flexibiliser, si le mot est juste. Nous avons commencé par une opération pilote sur l'année 2010. Ça s'est très bien passé. Nous passons 2011-2012 et nous pensons
en 2016 liquidé tous les dossiers et nous avons mis en place une nouvelle convention qui s'appelle l'IRSAM. C'est la convention intercompagnie pour règlement de sinistres automobiles matériels où nous avons défini un délai maximum de règlement intercompagnie de 2 mois. Monsieur Khalifati, donc vous nous annoncez une situation difficile, délicate pour l'ensemble du secteur, disons, en 2015 déjà, et probablement, disons, aussi au cours des années qui viennent, si on tient compte des indicateurs économiques. Alors, est-ce que vous avez, dans les années passées, eu une position très, disons, je dirais, agressive, enfin relativement agressive, en tout cas en pointe, voilà, non, je retire agressive, je dis en pointe, en ce qui concerne la situation de la concurrence dans le secteur. Vous venez de nous dire que les compagnies publiques et les compagnies privées ne sont pas logées à la même enseigne pour des raisons structurelles, en fait, qui sont le fait que le Trésor public est propriétaire des entreprises publiques, mais est-ce qu'en termes de pratique, disons, des compagnies et des agents économiques, disons, aujourd'hui, vous considérez que la concurrence est devenue plus loyale ou alors c'est pire qu'avant et ça va s'aiguiser encore? En fait, la concurrence, elle est surtout pour les marchés publics, elle est pas tout le temps loyale pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons un phénomène qui se passe, c'est que nous avons des cahiers de charges qui sont émis par certains acteurs publics et dans les cahiers de charges, on vous met des articles qui excluent d'ores et déjà le secteur privé. Nous avons des cahiers de charges qui demandent un minimum de 5 milliards de dinars de capital pour une compagnie. Ça veut dire tous les privés sont éliminés. Hier, j'ai vu un cahier de charge de la radio nationale, 10 milliards de dinars de capitaux. Alors que la loi dit que c'est 2 milliards minimum. La loi qui est signée par le président de la République, elle dit 2 milliards minimum. C'est-à-dire, il y a des acteurs économiques qui affichent leur exclusion du secteur privé, leur haine du secteur privé en disant, voilà, c'est à nous. Après, l'année passée, nous avons eu un cas d'une entreprise dans le BTP public qui a émis un cahier de charge qui nous a exclus à cause de cette condition de capital. Et nous nous sommes plaints au Conseil de la concurrence. Malheureusement, ça tarde à nous répondre. Nous avons été reçus avec beaucoup d'égards de la part des responsables du Conseil de la concurrence. Ils nous ont écoutés, nous ont auditionné au mois de juin. Ils ont auditionné cette entreprise et après, rien. C'est-à-dire, ce retard nous frustre parce que nous voulions que le Conseil de la concurrence s'exprime sur ces cas-là. Monsieur Khalifati, puisque vous avez évoqué ce sujet, on va l'aborder de l'autre côté. J'ai oublié de dire aussi que vous étiez membre du Forum des chefs d'entreprise. Est-ce que chez les chefs d'entreprise privés, notamment, il n'y a pas une solidarité en sens inverse qui ferait que les grands comptes du secteur privé peuvent décider d'exclure les compagnies publiques ou en tous les cas d'aider les compagnies privées à être leurs assureurs dans leur cahier des charges. Et eux sont libres de choisir. Oui, certainement. Est-ce que ça se passe comme ça? Non, ça ne se passe pas comme ça malheureusement. C'est certains chefs d'entreprise privés, surtout ceux qui défendent, soi-disant, entre parenthèses, le secteur privé, sont les premiers à encourager le public et aller chez le public. Il y a un gros malentendu dans le secteur des assurances si on croit que c'est le capital qui assure. Le capital d'une compagnie d'assurance, c'est comme le capital de n'importe quelle compagnie. C'est pas lui qui assure les risques. Les risques, ils sont assurés par un programme de réassurance de référence. Nous avons un programme digne des grandes entreprises. Nous avons 65% de notre portefeuille chez la CCR, le réassureur national, et nous avons les 35% chez les plus grands réassureurs internationaux. Nous l'avons prouvé chez Allianz Assurance. Nous avons eu des gros sinistres chez certaines entreprises privées où nous avons pu rembourser au moins de 45 jours. Des usines qui ont brûlé? Oui. Nous avons eu le cas géant il y a 3 ans. Nous avons eu Fruital Coca-Cola il y a 4 ans quand il y a eu les émeutes. Nous avons eu des dizaines de petits ou moyens sinistres et nous avons
tenu nos engagements parce que nous sommes sûrs de notre programme de réassurance. Mais le problème, c'est que le privé, certains privés, et ils se reconnaîtront, c'est comme quelqu'un qui monte sur une dalle et il monte l'échelle. Il ne veut pas que les autres montent. Oui, mais c'est la vérité. N'en déplaise à nos amis, membres du Forum des chefs d'entreprise, parce que ils disent, oui, nous préférons être chez le public. D'accord, mais acceptez aussi que le public domine, parce que vous voulez rester dans une situation de quasi-monopole. Est-ce que c'est cette mentalité-là qui fait que, vous êtes vice-président de l'UAR, donc vous avez la légitimité pour en parler, qu'une compagnie comme AXA Algérie soit encore déficitaire au bout de 4 exercices en Algérie? Enfin, en tant que vice-président de l'UR, je pense que j'ai pas le droit de parler d'un concurrent et d'un membre. La question c'était, est-ce que c'est cette manière de privilégier le public, la position dominante du public dans le secteur, qui explique qu'un privé comme AXA Algérie n'a pas encore... le PDG d'AXA dit que c'est normal, que c'est dans son business plan, qu'il avait prévu de revenir à l'équilibre. Peut-être, oui, c'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas un manque de solidarité vis-à-vis de mes amis privés. Je renvoie l'ascenseur vers celui qui me permet de grossir. Oui, peut-être c'est une façon de voir les choses. Je dirais, nous, ce qu'on demande et ce qu'on souhaite, c'est que peut-être qu'on nous donne aussi la chance de faire des propositions et d'essayer de prouver ce qu'on vaut et ce qu'on peut faire. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises. Mais c'est une façon de voir les choses. J'espère que le privé national comprendra aussi que nos intérêts sont liés et notre collaboration, elle peut être bénéfique mutuellement. Est-ce que vous, en fonction de l'expérience de votre compagnie, est-ce qu'il y a des parades, disons, aujourd'hui dans une situation, dans un paysage qui est globalement difficile, est-ce qu'il y a des parades qui peuvent être adoptées par les compagnies nationales, en général, disons, quelles sont les pistes qui vous paraissent les plus prometteuses pour essayer de surmonter cette crise? Bon, d'abord, bien sûr qu'il y a des parades. Nous travaillons beaucoup sur... D'abord, nous voulons maîtriser l'information, nous voulons maîtriser la sinistralité, nous voulons maîtriser le circuit d'information. Les parades, pour nous... Elles sont multiples, notamment en termes de diversification de produits. Nous essayons de travailler, maintenant que nous avons un système d'information plus performant, nous essayons de travailler sur plusieurs pistes. D'abord, la diversification de nos produits et aussi l'élimination des produits déficitaires dans notre offre, la segmentation de notre clientèle, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'enrichissement de notre offre par des nouveaux packs qui vont être lancés en 2016, la maîtrise de notre sinistralité et de ne pas laisser la sinistralité s'accumuler, et aussi le troisième parade, c'est l'organisation de back-office et aussi les impayés, c'est-à-dire de ne pas laisser les créances traîner. Cette année, nous avons des bons résultats parce que l'une des tares du secteur aujourd'hui aussi, c'est l'accumulation des impayés au niveau du secteur, parce que aujourd'hui, donner de l'assurance à crédit, c'est devenu un moyen de concurrence, ce qui n'est pas normal. Dans aucun pays du monde, l'assurance n'est vendue à crédit, sauf en Algérie. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait une évolution de la réglementation pour interdire l'assurance à crédit, y compris pour le corporate. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde entier, sauf en Algérie. On a dit, c'est pas possible de continuer. Nous avons recruté des compétences internationales qui sont venus travailler chez nous. Quand ils ont vu qu'on pouvait avoir des assurances à crédit en Algérie, ils ont été choqués. Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes bien placé, M. Khlifati. Vous avez subi à votre corps défendant, dans le conflit avec le groupe Takout, cette pratique de l'assurance à crédit. Pour avoir un gros client comme Takout, on est obligé de faire des discounts, et y compris de différer les paiements. Oui, bien sûr. Et c'est une concurrence entre compagnies qui s'était imposée. Et qui fragilise, parce que les compagnies, elles auront moins de trésorerie, donc elles auront moins de capacité à faire face à leur engagement. Parmi les parades, nous aussi, on essaie de
on essaie d'innover, hein, Hassan Khelifati, pour la première fois, en présence du sponsor de l'invité du direct, Allianz Assurance, on lance de l'interaction avec nos amis auditeurs. Donc, des questions ont été posées par des amis auditeurs sur les réseaux sociaux. Monsieur Merzak Ben Aissa vous demande quelle place a le numérique dans les plans stratégiques du groupe. Est-ce qu'il y a un mécanisme de veille technologique qui permettra à la compagnie de ne pas être dépassée, surtout avec l'ouverture de l'économie algérienne sur le numérique et le commerce électronique? Oui, d'abord, bien sûr que nous sommes en train, nous disons même, nous sommes presque prêts à ce bond. Nous attendons que les choses se mettent. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, on a fait une réunion avec la SATIM. Nous sommes en train de discuter avec des banques pour installer des TPE et aussi pour pouvoir vendre des contrats d'assurance sur notre site internet dès que la réglementation le permettra. Technologiquement, nous sommes prêts. Nous avons même fait un choix d'un virage numérique pour l'année 2016 en termes de présence de communication à travers les sites internet, à travers les réseaux sociaux, à travers. Donc, nous sommes à l'affût et à l'écoute de toute cette transformation qui est en train de se faire au niveau de la société algérienne. Nous lançons aussi la télédéclaration, beaucoup de choses qui vont se mettre en place début 2016. Donc, vous l'envisagez comme une opportunité, pas comme un risque. Non, numérisation des transactions et des pratiques. Oui. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous d'être aussi. Nous lançons d'être à l'écoute de tout ce qui est nouvelle technologie. Alors, dans les parades qu'a évoqué Hassan, il y a évidemment aussi, et peut-être surtout, dans l'avenir, la diversification des activités. Le ministre vous a interpellé, les assureurs, pour jouer votre rôle d'investisseur institutionnel. Que fait le groupe Allianz sur ce plan? D'abord, il faut replacer le cadre. Bien sûr, les assureurs ils ont deux casquettes. C'est des collecteurs d'épargne, c'est-à-dire on encaisse, après on rembourse, c'est une forme d'épargne. Et aussi, nous sommes investisseurs institutionnels. Mais aujourd'hui, bien sûr, le ministre nous a interpellés et nous avons été très ravis de son discours parce qu'il a dit des choses très, très positives pour nous en tant que privé. Il a dit, première des choses, que l'assurance doit être payée à son juste prix, que l'assurance n'est pas un service public, mais c'est un produit économique et que les assureurs doivent jouer leur rôle d'investisseurs institutionnels plus dynamiques. Ça, c'est le contexte. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons des textes très rigides qui ne nous laissent pas beaucoup de marge de manœuvre. Malgré ça, nous essayons, dans ce contexte un peu étroit, de bouger en tant qu'acteur relativement petit. Mais bon, c'est chacun, il fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, la réglementation nous oblige à mettre 50% de nos avoirs en bons de trésor. Les bons de trésor nous ramènent 0,1%. Aujourd'hui, Allianz Assurance, elle a 2 milliards de dinars en bons de trésor. Nous perdons 100 millions de dinars de valeur chaque année. Nous avons même écrit au ministère. On a dit, c'est pas possible parce que nous sommes des privés, nous sommes cotés en bourse, nous devons de la rentabilité à nos actionnaires. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas nous mettre dans ce moule qui nous plaçons à la place de la CCR alors que nous cédons 50% de nous 65% la loi, alors que la loi nous oblige à placer pour la CCR. Monsieur Khelifati, donc première condition pour que vous puissiez pleinement jouer votre rôle d'investisseur institutionnel, déjà pouvoir récupérer une partie de ce qui est bloqué par la réglementation, oui, à taux quasi nul, donc à perte, oui, au trésor public. Vous revendiquez bien sûr, soit une augmentation des taux, soit la possibilité de déposer moins, c'est ça? Non, d'orienter, pas déposer moins, d'orienter vers l'économie réelle, c'est-à-dire vers l'investissement dans l'économie réelle, dans l'immobilier, dans l'investissement industriel, dans l'investissement commercial, de loisirs et tout ça. Nous ne sommes pas contre le contrôle ou rassurer les... Parce que c'est quand même une règle prudentielle, on doit le rappeler à nos amis auditeurs, mais cette obligation de... mais ça a été valable quand le taux était positif, le taux de trésor public était positif. Nous avons dit, on peut accepter cette règle à condition que vous nous assurez le taux d'inflation plus 1.
On peut l'accepter, c'est pas un problème. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de nous rebeller contre l'autorité ou le contrôle. Au contraire, nous sommes pour le contrôle et pour maintenir un certain nombre d'équilibres. Mais nous ne pouvons pas aussi nous obliger à perdre de l'argent chaque année. C'est pas possible, ce n'est pas tenable. Donc, sur ce, nous avons dit que les assureurs de par le monde entier, c'est des investisseurs institutionnels. On peut être un actionnaire dans une activité, dans une autre. Donc, nous avons commencé à notre échelle. Nous avons lancé quelques projets immobiliers, même relativement petits, mais ils seront rentables à terme à nos actionnaires. Nous avons commencé à nous diversifier dans l'agroalimentaire. Nous venons d'acheter la première société de vending en Algérie il y a une semaine, et nous avons tout un projet derrière pour la développer, pour créer 500 emplois sur 5 ans avec un premier investissement de 500 millions de dinars. On peut la nommer, il s'agit de Selecter. Selecter SPA, oui, qui avec beaucoup d'autres activités autour de nous sommes déjà aujourd'hui, nous avons notre premier conseil d'administration et nous sommes déjà en train de regarder 2 autres sociétés apparentées à côté dans la même activité qui sont en difficulté. Peut-être nous allons continuer notre effort pour les racheter et les relancer, créer d'autres dizaines d'emplois autour. Donc ça, c'est alors je vais vous provoquer juste une dernière question, Hassan. C'est une stratégie d'investissement à la FNI. Vous partez de tout azimut là. Non, FNI, parce que là, agroalimentaire, Selecter, par rapport à je pose une question de novice. C'est quoi la cohérence? Non, j'ai dit nous sommes des investisseurs institutionnels. Voilà, nous cherchons des opportunités. Nous avons jugé que c'est une belle opportunité. C'est une société qui a des taux un horizon de croissance très important. Nous pensons que nous pouvons tirer beaucoup nous ne sommes pas le FNI. Nous sommes conscients de notre taille, de nos capacités, mais nous essayons de les fructifier au mieux de nos actionnaires et au mieux de nos intérêts et au mieux de l'intérêt de l'économie nationale. C'est-à-dire, nous répondons au ministre des Finances, nous lui disons, nous sommes prêts à accompagner selon nos moyens, mais selon tout le secteur peut le faire à condition de nous donner plus de flexibilité et plus de possibilités d'agir. Monsieur Khalifatil, donc dans les années qui viennent, l'État va avoir besoin de plus en plus d'argent. On sait qu'il va être obligé de gonfler la dette publique pour financer ses déficits. Donc il va forcément être très réticent au discours que vous tenez, disons, sur la réduction du ratio, disons, des réserves qui sont placées en bons du Trésor. Vous, comment est-ce que vous pouvez, disons, expliquer aux gens que cette stratégie de diversification, de placement, disons, réalisée par les compagnies d'assurance, c'est pas une pratique courante, c'est pas une pratique des compagnies publiques en particulier. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce que ça peut apporter à l'économie nationale? Est-ce que vous allez être gestionnaire, vous, de ces entreprises-là? Est-ce que, disons... Non, il faut revenir un petit peu au rôle des assureurs dans le monde. C'est-à-dire, les assureurs, généralement, ils investissent dans le marché financier. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas de marché financier. C'est-à-dire, ils ont des structures de gestion d'actifs, des structures des fonds d'investissement où ils interviennent ou bien de gestion des actions au niveau en tant qu'IOB. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Algérie. Nous sommes obligés de nous adapter. Maintenant, comme j'ai dit, nous ne sommes pas contre d'investir dans le trésor public ou d'aider le gouvernement, à condition qu'on ne fasse pas perdre de l'argent aussi. Nous sommes des privés, nous avons des obligations de rentabilité. Nous sommes nous pouvons être d'accord, mais à condition qu'on nous donne des taux de rendement positifs. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Soit qu'on nous donne un marché dynamique, financier dynamique, et nous sommes capables d'y adhérer et d'être intégrés en tant qu'assureurs, et tous les assureurs viennent apporter l'épargne publique pour soutenir l'économie nationale, ou bien on cherche aussi des diversifications. Demain, rien n'interdit que les entreprises qu'on reprenne, nous les mettrons en bourse avec des plus-values. C'est ça un peu ce qui est attendu de nous. Parce que là, nous ne sommes pas en train d'inventer le rôle des assureurs en Algérie. Les assureurs, le rôle, il est connu, il est universel. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons
nous avons besoin de flexibilité et d'agilité pour jouer un rôle plus dynamique. Vous avez donc la légitimité, Hassan, d'être, par exemple, autre vecteur, véhicule d'investissement, les fonds d'investissement. Oui. Vous faites partie du FCE. Il y a eu cette initiative GIL FCE qui est orientée vers les jeunes startups, c'est le cas de le dire pour les jeunes. Est-ce que Alliance Assurance est dans cette levée de fonds et qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, nous ne sommes pas encore, nos structures ils sont en train d'étudier le projet pour présenter une note au conseil d'administration. Nous sommes au point de questionnement avec les structures du FCE. Mais moi, personnellement, je dirais que c'est une bonne chose, mais j'aurais souhaité autre chose. Moi, j'aurais souhaité que le FCE, en tant que représentant du patronat national, peut-être, j'en ai discuté avec quelques amis, membres de la direction du FCE actuel, j'ai dit peut-être qu'il aurait été plus utile que le FCE crée un grand front stratégique pour accompagner les privatisations, avec deux conditions. D'abord, les gestionnaires de ce fonds, ça ne seront pas les membres du FCE. On va ramener de la compétence algérienne qui existe à l'international. Il y en a beaucoup qui savent ce que c'est la gestion des actifs. On ne va pas faire de la gestion bureaucratique d'actifs et entrer dans des investissements perdants dès le départ parce que c'est des investissements politiques. Nous voulons être des économistes, donc et avoir un effet de levier et accompagner, et dire à l'État algérien, notre État, que nous sommes capables d'accompagner les privatisations et nous sommes capables de ramener de la compétence internationale algérienne ou autre et de bien la payer. Après cela, quand on fera ce travail et ce fonds stratégique... Vous le valoriseriez à combien un tel fonds qui accompagne... Parce que je rappelle pour nos amis auditeurs que le fonds GIL FCE, c'est à peu près 1 milliard de dinars. Un fonds pour accompagner les... Ça doit être nécessairement supérieur. Ça peut être à 50 milliards de dinars avec un effet de levier de 500 milliards de dinars à peu près. Mais c'est 50 milliards de 10 à 50 milliards de dinars. Les adhérents du FCE peuvent mobiliser, lever ce montant ? Ça peut être ouvert aussi aux autres qui ne sont pas adhérents, à toutes les entreprises. L'essentiel, c'est de créer des fonds d'investissement stratégiques, privés. Mais avec une feuille de route et des compétences pour les gérer. On ne peut pas confier un fonds d'investissement à des non-professionnels de gestion des actifs. C'est ça la ligne de démarcation. Et après, les autres fonds pour aider les jeunes, pour aider les femmes, pour aider des catégories peuvent venir en sous-bassement de ce fonds et qui seront sous sa coupe. Votre proposition paraît intéressante, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire que c'est peut-être une manière de vous dérober à vos responsabilités pour GIL FCE, déjà? Non, pas du tout. On ne se dérobe pas à nos responsabilités. Nous sommes en train d'étudier. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire nous avons une responsabilité sociale envers les jeunes. Nous les aidons déjà dans notre activité. Et j'ai dit au départ que c'était une très bonne chose ce qu'a fait le FCE sur ce fonds GIL FCE. Mais je pense qu'il est stratégique pour le FCE d'affirmer sa présence et de dire s'il y a des privatisations, nous sommes aussi capables, sans qu'on parle des personnes. On parle d'un fonds privé avec des compétences internationales et des compétences qui peuvent le gérer et que tout le monde vienne aider les membres du FCE ou hors FCE. Tous les entrepreneurs algériens peuvent mettre des tickets de 1 million de dinars jusqu'à 100 millions de dinars. Et ce fonds, il va d'abord rassurer l'État algérien de dire, voilà, nous sommes capables d'accompagner les privatisations, mais avec des vraies compétences. Alors, juste, cette question des privatisations, aujourd'hui, elle est mal perçue, disons, par l'opinion publique. La proposition que vous faites, elle est très intéressante, elle est importante, elle est novatrice, disons, dans le débat. Mais qu'est-ce que... on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises publiques, en particulier des PME, disons, qui sont relativement mal gérées, qui sont en très piteux état sur le plan financier, etc. Est-ce que la démarche que vous préconisez, c'est une démarche qui va consister à maintenir l'emploi, à maintenir l'activité, ou alors, disons, dans les entreprises publiques qui pourraient être privatisées, ou alors c'est une démarche qui va consister à rechercher des pépites un petit peu, des entreprises qui seraient intéressantes, et puis délaisser les autres? Vous savez, cette problématique de privatisation, d'abord, moi je suis contre de dire les privatisations ont échoué. Moi, quand je regarde 3 entreprises dans l'agroalimentaire, je vais les citer. Saïda,
Bni Haroun Mouzaya et Ngaous, qui ont été reprises par des privés algériens. Elles sont florissantes aujourd'hui. Le nombre d'emplois a doublé, l'investissement a doublé, la valeur ajoutée a été triplée. Donc, je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas mettre une doctrine, le maintien de l'emploi, le maintien de l'activité. Une activité économique, si elle n'est plus valable pour exister, si par exemple, je ne sais pas, un produit qui n'a plus sa place, on doit laisser les gens décider de changer d'activité, de changer d'orientation, de changer. Il faut peut-être mettre des garde-fous, de dire que ça ne sert pas de base à l'immobilier et tout ça. Peut-être. Je suis peut-être d'accord sur ça. Mais il faut laisser la flexibilité aux gens de s'adapter. L'économie nationale doit être dynamique. S'il y a des activités qui ne sont plus d'actualité, il faut permettre aux gens de changer de cap. L'essentiel, c'est de maintenir une activité économique et peut-être créatrice de plus de richesses. Donc aujourd'hui, créer plus d'emplois, d'accord, créer plus de richesses, d'accord, créer plus d'activités, mais on ne peut pas aujourd'hui, si une entreprise qui a une technologie obsolète ou dépassée ou des produits dépassés, on ne peut pas obliger les gens à la garder parce que le capital privé, il est là pour gagner de l'argent. Il n'est pas là pour faire de la politique. Alors, il y a un débat en ce moment en Algérie sur justement la loi de finances 2016 et puis l'article 66, qui est devenu 62. Comment vous l'interprétez, vous, cet article 66? C'est une précaution? Non, je dirais que c'est un outil entre les mains du gouvernement pour être flexible et d'aller plus vite. Maintenant, après, il y a les interprétations politiques. Bien sûr, il y a des luttes politiques. L'un dit une chose, l'autre dit autre chose. L'essentiel aujourd'hui, les Algériens, ils ont besoin d'une réponse économique à leurs problèmes. Ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de création de richesses, ils ont besoin de produits en Algérie. Maintenant, les discours politiques, c'est pas notre rôle. Aujourd'hui, l'article 66, c'est un outil entre les mains du gouvernement pour aller plus vite dans sa politique. Il y a votre collègue public de la CAR qui est sur le point de rentrer à la Bourse d'Alger. Vous conseilleriez aux investisseurs de prendre des actions chez votre collègue de la CAR? Vous, par exemple, est-ce que vous en achèteriez? Oui, certainement. Moi, j'ai un principe, c'est que toute entreprise qui rentrera en bourse, nous achèterons des actions. C'est un principe. Nous voulons encourager qu'il y ait plus d'acteurs en bourse. Et je dirais, je conseillerais après avoir vu la notice, mais je pense que la CAR, c'est une bonne entreprise et ça serait bien aussi qu'elle s'ouvre sur le marché et elle va profiter pleinement de ce potentiel. Alors, on a un certain Abed Sharif, qui est apparemment du piste dans cette émission, qui a envoyé un tweet qui demande: un Algérien possède quelques économies, il voudrait acheter des actions de chez vous, donc de Alliance Assurance. Est-ce possible? Comment? Théoriquement, c'est possible. C'est possible. Le problème qui se pose, c'est le marché secondaire. Nous l'avons dit, nous l'avons dénoncé, nous l'avons répété. Le marché secondaire de la bourse d'Alger, c'est-à-dire le marché primaire quand on vient vers la bourse pour lever les fonds ou vendre des actions. Mais après, comment faire vivre aujourd'hui, nous avons 5 IOB publics, c'est-à-dire les entreprises, les banques publiques, et 2 IOB privés, dont une banque internationale, ou 2. Le problème, c'est que quand vous allez vous présenter avec vos économies, notre ami Abed Sharif, il va se présenter ici à Che Guevara, chez une banque publique, ils ne savent pas comment faire pour lui vendre des actions. Ils ne savent pas, parce que ça ne les intéresse pas, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un petit département qui est mis dans la direction de trésorerie. Ils n'ont aucune obligation à le faire. Donc pourquoi il va le faire? C'est pas son rôle. C'est pour ça qu'on a dit peut-être que l'État doit s'impliquer et obliger les banques, sinon ils paieront une taxe pour animer la bourse. Parce qu'aujourd'hui, si on va pas faire ça, on n'aura jamais une bourse. C'est ça la vérité. Et donc même les nouvelles introductions vont poser le même problème. Oui, peut-être on annonce quelqu'un dans le pharma, il y aura quelqu'un d'autre, je pense, dans l'assurance, une banque. Peut-être la première opération, elle va se... Sauf si on va faire aussi le discours, pas de différence entre le privé et le public, mais en soumet les banques publiques qui vont acheter les actions, animer les actions des entreprises publiques, ce qui se fait aujourd'hui en soumet. Donc
Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est est-ce que entre le discours et la réalité, si on va chez un IOB privé, vous avez dit qu'il y en avait un seul, il y en a en fait, je crois, 2, BNP et Société Générale qui est devenue IOB. Et aussi Telmarket aussi qui, je pense. Et si on va chez un privé, lui, il a plus intérêt à faire circuler du papier. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est bien sûr qu'il a plus d'intérêt, mais aussi s'il gagne plus de marge dans le commerce extérieur, il n'a aucune obligation à développer le marché financier. Pourquoi il le fait? Monsieur Khalifati, il y a quand même... vous avez une bonne connaissance du marché financier, vous avez introduit votre entreprise en bourse. Il y a un programme public qui a été annoncé maintenant, ça fait quoi, 18 mois, 2 ans 3 ans. 3 ans maintenant. En 2012. Donc d'introduction de 8 entreprises publiques, d'ouverture du capital de 8 entreprises publiques, disons, en bourse. C'est normal que ça prenne autant de temps alors que rien n'a été concrétisé encore C'est un manque de volonté politique? C'est un problème technique? C'est quoi? Non, je pense que la volonté politique, elle a été affichée puisque le CPE a décidé d'introduire 8 entreprises publiques. Mais après, le suivi sur le terrain, il pose problème parce qu'il y a des procédures lourdes. Après, est-ce que aussi les managers sont motivés pour y aller? Parce que ça demande de la transparence, ça demande des changements organisationnels et ça demande à se déshabiller devant le public. Est-ce que les managers, ils ont cette volonté? Sinon, pour rappel, pour Alliance Assurance, vous avez mis combien de temps pour obtenir le visa de la COSOB? 3 mois. 3 mois. Le processus a pris à peu près 6 mois. Entre notre décision, 3 mois pour préparer le dossier, et j'étais 1 ou 2 mois pour obtenir le visa. C'est-à-dire, nous avons commencé le processus en mars 2009. En juin 2009, on a déposé le dossier après avoir bien sûr fait auditer l'entreprise. En fin juillet 2009, nous avons obtenu le visa. Donc vous êtes en train de dire que si les managers des boîtes publiques qui vont être privatisées ne sont pas motivés, ça a déjà mis beaucoup plus ans. Ça a mis 3 ans, donc vous dites que ça a pris 3 ans déjà. Et on n'est pas au bout c'est-à-dire on ne connaît pas l'avancement de ces dossiers aujourd'hui. On ne connaît pas. Monsieur Khalifati, on approche de la fin de cette émission. Il y a eu une décision, enfin c'est Maghreb Émergent qui en parle ce matin en ouverture. Le Premier ministre, j'allais dire chef du gouvernement, M. Abdelmalek Sellal, a décidé de se faire aider par une task force économique avec 6 ressources humaines de haut niveau pour le pilotage, le conseil sur les réformes en Algérie. Vous faites partie de think tanks qui ont appelé à ce qu'il y ait ce type d'organisme pour appuyer les réformes et pour, on va dire, déblayer le terrain de l'administration pour faire avancer les bonnes mesures du changement. Comment vous commentez la décision de Elle est excellente, d'abord, parce que je pense qu'on a commencé à regarder un peu ce qui se passe à écouter la compétence nationale. L'essentiel pour nous, c'est que cette décision soit suivie d'effets sur le terrain. Aujourd'hui, on a commencé à donner de l'importance au savoir, hors contexte administratif. C'est un nouveau regard. Moi, je suis très, très heureux parce que la plupart, ce sont nos amis et que les idées de Nebni, de Caire et même du FCE sont en train d'avancer dans le bon sens Peut-être qu'il ne faut pas dire du FCE, vous allez braquer une partie de l'Assemblée nationale. Non, enfin, écoutez... Parce que tout de suite, il y a le mot oligarque qui déboule derrière. Non, mais c'est-à-dire ça, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce qui nous intéresse, c'est de développer notre pays et de le faire avancer parce que nous pensons qu'on a les potentiels et les compétences pour. Cette task force, je pense que Monsieur le Premier ministre, il en a donné le cap. C'est une très bonne chose. Je pense que tous les autres ministères, peut-être, ils vont suivre aussi pour créer des task force et d'écouter le savoir national parce qu'il y a du savoir, il y a de la compétence au niveau national, au niveau international. Les Algériens peuvent aider, peuvent apporter leur savoir-faire et nous avons un pays et une économie qui peut s'en sortir à condition de prendre le bon cap et écouter les bonnes compétences. La chute du prix du pétrole, une opportunité pour Hassan Khalifati ? Oui, je pense que c'est une opportunité pour se remettre en cause et se remettre au travail. Maintenant, tout le monde dit qu'on doit se remettre au travail. Nous pensons qu'on doit passer du discours aux actes le plus rapidement possible. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Merci de m'avoir invité et bonne continuation à votre émission.